Bonsoir les amis. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue dans ce live. Je suis Dr Ismaël Hassani, je suis hépato-gastro-entérologue, exerçant actuellement au Sénégal. Et comme vous l'avez bien remarqué sur cette page, nous ne parlons pas que de la gastro-entérologie, mais nous abordons tous les sujets de la santé et du bien-être avec les experts adaptés à chaque question. Et ce soir, nous allons parler de l'apnée du sommeil, qui est un trouble du sommeil très important, qui est un trouble du sommeil dont on ne parle pas assez et qui est générateur de beaucoup de complications et de conséquences que nous allons évoquer ce soir avec nos experts, Dr Flora Koudessi et Dr Aldo Djegui, que je vais de ce pas inviter. Alors, qu'elle est avec nous. Flora. On ne te voit pas. Voilà. Ok. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, docteur Gafa, ça va bien? Super. Alors, on va inviter Aldo également. On va l'inviter à nous rejoindre et puis vous allez vous présenter. Dr Djegui. Alors, en attendant que Aldo nous rejoigne, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonsoir à tous. Je suis docteur Flora Koudessi, comme l'a dit précédemment docteur Gafa. Je suis médecin pneumologue exerçant en clientèle privée à Cotonou, au Bénin. Je suis aussi somnologue. Voilà. Merci. Somnologue, ça veut dire quoi? Somnologue, c'est un médecin en fait qui est spécialisé sur les troubles du sommeil et de l'éveil. Donc tout ce qui concerne les pathologies du sommeil, que ce soit des troubles respiratoires liés au sommeil ou bien des troubles du comportement liés au sommeil. Les insomnies, voilà. Excellent. Alors, il faut signaler que Dr Flora Koudessi est diplômée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bien sûr, c'est là-bas qu'on s'est connus, en fait. Oui, tout à fait. Alors, Aldo, qui a du mal à nous rejoindre. Okay. Bon, ce sont les aléas du direct. Hein. Oui. Attends, Aldo, qui ne devrait pas tarder. Dr Djegui, bonsoir. Bonsoir, docteur Ismaël. Bonsoir, docteur. Flora, Mm. allez-vous? Ça va, très bien, merci. Alors, j'ai un léger retard, mais bon, je vous Oui. remercie. Alors, Aldo, tu vas te présenter. D'accord, moi c'est Aldo Djegui, spécialiste en ORL, donc otorhinolaryngologie, spécialiste des maladies du nez, de la gorge et des oreilles, et en même temps chirurgien cervico-facial. Donc, je travaille à l'hôpital régional de Kolda, au Sénégal. Très bien. Mais merci d'avoir spontanément accepté de participer à ce live, de partager votre expérience avec nous.
et vos connaissances aussi, bien sûr, sur l'apnée du sommeil. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question à Dr. Flora, c'est quoi l'apnée du sommeil? Donc, somnologue, c'est quoi l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil, en fait, c'est la définition d'une entité qui fait partie d'un syndrome, qui est une maladie. Donc, l'apnée du sommeil, c'est l'arrêt, au fait, du flux respiratoire, du débit nasobuccal. Et cet arrêt doit durer au moins 10 secondes pour qu'on considère que c'est une apnée. Et il y a différents types d'apnées. Il y a les apnées obstructives qui sont dues, au fait, à un blocage au niveau des voies aériennes supérieures. Il y a aussi des apnées centraux qui, eux, ils ne sont pas dus à un blocage, mais il y a un arrêt et aussi une absence de mouvement respiratoire au niveau de l'abdomen et au niveau du thorax. Maintenant, s'agissant de la maladie en tant que telle, le syndrome d'apnée du sommeil qui nous intéresse aujourd'hui. Le syndrome d'apnée du sommeil, il y a deux types. Il y a les syndromes d'apnée obstructive du sommeil et les syndromes d'apnée centraux du sommeil. Les syndromes d'apnée obstructive, eux, ils font 90% à peu près des syndromes d'apnée du sommeil. Et les centraux font 10%. Donc, aujourd'hui, notre discussion, je pense, va surtout tourner autour des syndromes d'apnée obstructive qui sont les plus fréquents. Et on les définit, en fait, selon des critères internationaux de la classification internationale du sommeil sur les critères cliniques. Il faut des critères cliniques qui sont des symptômes de la maladie où on peut faire aussi un score pour vérifier si le patient a une probabilité forte. Et maintenant, devant cette probabilité, on va ajouter l'IH qui est l'index d'apnée-hypopnée du sommeil. C'est le nombre d'apnées que le patient fait par heure de sommeil ou par heure d'enregistrement en fonction de l'analyse qui est faite. Et si cet index est supérieur ou égal à 5, en présence de symptômes d'apnée du sommeil, on va dire que ce patient a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ou si cet index est supérieur ou égal à 15 d'emblée par heure de sommeil ou par heure d'enregistrement, on dit que la personne a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc voilà en gros, pour être succinct, en termes de définition, ce qu'est le syndrome d'apnée du sommeil. Je pense que par la suite, on va revenir sur les symptômes pour mieux comprendre la définition. Alors, avant de poursuivre, donc c'est un trouble du sommeil où le dormeur souffre de pause respiratoire avec diminution du débit respiratoire. C'est bien ça. Alors, il y a une question. En français facile, hein, tu as parlé de obstructif et centraux. Pour ceux qui sont des médecins, comment rendre ces thèmes-là plus faciles à comprendre? OK. Quand on dit un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, c'est que c'est dû à une occlusion. Bon, occlusion aussi, c'est pas un thème facile. Souvent, je dis aux patients que c'est dû à un blocage. Moi, je dis souvent blocage. Oui. Pour rendre ça plus facile. Ou bien des fois, je dis fermeture. Oui. Une fermeture qui empêche l'air de passer. Et quand cette fermeture est complète, c'est une apnée. Et des fois, la fermeture peut être incomplète. Ça peut être fermé à au moins 30%. C'est là on parle d'hypopnée. Mais les deux ont les mêmes conséquences. Donc, c'est pour ça qu'on les additionne pour calculer l'index d'apnée-hypopnée du sommeil. Maintenant, en termes d'obstructif ou de central, c'est obstructif au fait quand on enregistre le patient et qu'on constate qu'il y a un arrêt de la respiration et qu'il y a une persistance des mouvements au niveau du thorax et de l'abdomen. Parce que au cours de l'enregistrement, on met des ceintures qui enregistrent aussi les mouvements. Donc, quand il y a une persistance de ces mouvements, on dit que c'est obstructif. Maintenant, quand il y a toujours une présence, une absence maintenant de ces mouvements au niveau de l'abdomen et du thorax, c'est là que c'est central parce que il y a une ouverture au niveau des voies aériennes supérieures, mais le patient ne respire pas. Et ça, c'est souvent dû aux causes, aux insuffisances cardiaques, aux maladies neurologiques, parce que c'est la commande centrale de la respiration qui a un problème. Voilà. D'accord.
Donc, obstruction, enfin, obstructif, blocage. Voilà. Et enfin, les syndromes centraux, il n'y a pas de blocage. C'est lié probablement à une maladie générale. On va revenir un peu plus tard sur les causes et on va revenir un peu plus tard sur les causes et les facteurs de risque. Mais avant, tu as parlé des critères. Il y a les critères cliniques. Donc, Aldo, tu nous diras quels sont les symptômes de l'apnée du sommeil. Aldo? Oui, Oui. oui, je t'écoute. Attends, je relais une question. Flora, Oui. donc, Morel qui demande, donc obstructif c'est mécanique et central c'est nerveux, c'est ça? Oui, pour faire plus simple, c'est ça. Ok, très bien. Parfait. Alors, Aldo, les symptômes de l'apnée du sommeil, quels sont les symptômes de l'apnée du sommeil? Alors, le premier symptôme qui attire l'attention, c'est un ronflement très fort. Et très souvent, le patient ne s'en rend pas compte, mais c'est son conjoint ou les gens qui vivent avec lui qui vont lui dire que tu ronfles quand tu dors. Et la personne peut aussi sentir un arrêt de la respiration durant son sommeil avec un réveil en sursaut. Donc, quelqu'un qui dort, qui sent qu'à un moment, il ne respire pas et qui se réveille avec une respiration haletante, comme s'il est à bout de souffle. L'autre symptôme, c'est des maux de tête. Et c'est des maux de tête au réveil le matin après une bonne nuit de sommeil. Normalement, après une bonne nuit de sommeil, on est censé se réveiller en pleine forme, mais à cause des apnées et du blocage, la personne va se réveiller avec des maux de tête, ce qui va entraîner une difficulté à se concentrer dans la journée, un énervement, une personne qui est irritable, qui est nerveuse, une personne qui dort beaucoup en journée, ça aussi c'est un symptôme. Il fait une hypersomnie diurne. Donc, on est censé dormir la nuit et ne pas dormir en journée. Mais vous allez avoir quelqu'un qui a une somnolence excessive en pleine journée, quelqu'un qui est irritable. Et ça peut même causer des accidents de travail ou des accidents de circulation parce que la personne n'a pas bien dormi. Donc, en gros, c'est cela, ronflement, réveil en sursaut, gêne respiratoire la nuit, le malade qui sent lui-même, qui ne respire pas bien, ce qui entraîne une irritabilité dans la journée, quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui est très fatigué en journée, qui dort beaucoup, qui a des maux de tête le matin. Et ça peut avoir des conséquences comme des accidents du travail ou de circulation. Donc, pour résumer, ronflement, sommeil agité Oui. et une somnolence diurne, c'est-à-dire dans la journée, la personne dort, somnole énormément Oui. dans la journée. Et ce sont les symptômes évocateurs de l'apnée du sommeil. Tout Alors, Flora, Oui. comment poser le diagnostic de l'apnée du sommeil? Donc, un patient dont le conjoint ou la conjointe se plaint de ronflement et qui a un sommeil très agité, on vient en consultation chez Dr Flora. Comment poser le diagnostic de l'apnée du sommeil? Comme je l'avais dit au début, le diagnostic est basé sur les symptômes et l'enregistrement du sommeil. Donc, les symptômes, il faut que le patient ait au moins un symptôme. Et maintenant, on va faire l'enregistrement qu'on appelle la polygraphie ventilatoire, qui est l'enregistrement le moins coûteux pour le patient et le plus accessible et qui permet de faire le diagnostic dans la plupart des cas. Donc, cette polygraphie ventilatoire va enregistrer le débit aérien, on met des capteurs dans le nez, on met des ceintures sur le thorax, sur l'abdomen et on met un capteur pour l'oxymétrie sur le doigt, c'est-à-dire bon, la saturation en oxygène, qui est le reflet au fait du taux d'oxygène dans le sang. Et on va enregistrer aussi la fréquence cardiaque au cours de cet enregistrement. Et le lendemain, le patient dort avec l'appareil. Le jour qui suit le matin, on regarde le nombre d'apnées qu'il a fait par heure. On fait un scorage, on compte au fait le nombre qu'il a fait par heure, le type d'apnée qu'il a fait et tout. Et puis, on additionne tout et on calcule la moyenne par heure d'enrichissement. Et cette moyenne-là, ça doit être supérieur à 5 par heure pour qu'on dise qu'il fait ou pas. Si c'est supérieur, on dit qu'il fait
un syndrome d'apnée du sommeil. Et si il y a une majorité d'apnée obstructive, c'est là on va parler de syndrome obstructif. S'il y a une majorité d'apnée centrale, on va plutôt aller vers le diagnostic de syndrome d'apnée centrale. Maintenant, il y a des cas où le patient peut être très symptomatique. Il a tous les symptômes de la maladie, mais il fait sa polygraphie ventilatoire et ça ne confirme pas le diagnostic. Dans ces cas-là, il faut qu'on ait recours à une analyse qui s'appelle la polysomnographie, qui au fait, c'est toujours les mêmes enregistrements que la polygraphie ventilatoire, mais en plus de ça, ça enregistre aussi le sommeil. Donc, on met au fait des capteurs sur la tête pour enregistrer l'EEG et tout, additionné à tous les capteurs pour la respiration. Parce que les hypopnées dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un blocage incomplet, dans la définition, au fait, il y a les micro-éveils qui sont en fait de petits réveils du patient au cours du sommeil parce que quand il sent qu'il ne respire pas bien, son cerveau reçoit un message et là, il se réveille. Il n'est pas conscient de son réveil parce que c'est des réveils qui sont courts de 3 à 15 secondes. Donc, la polysomnographie nous permet au fait de scorer, de compter au fait ces micro-éveils. Cette polysomnographie augmente au fait l'IH, donc ça surestime l'IH. Et la polygraphie qui est plus simple à réaliser sous-estime l'IH. Mais très souvent dans nos pays où nos revenus ne sont pas conséquents parce que la polysomnographie est plus chère, très souvent on se contente de la polygraphie ventilatoire. Donc c'est surtout sur cette base qu'on fait le diagnostic symptômes et polygraphie ventilatoire. Donc, Docteur, en gros, poser le diagnostic pour l'enregistrement du sommeil et c'est ça qui précise aussi le degré de sévérité de l'apnée. oui, il faut préciser que chez le sujet normal, l'IH est inférieur à 5. Oui. Alors, chez le sujet normal, l'IH est inférieur à 5. Donc, au-delà de 5, on peut considérer que la personne présente un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais l'IH inférieur à 5, c'est chez le sujet normal. Alors, Flora, quelles sont les causes, ou plutôt facteurs de risque impliqués dans la survenue de l'apnée du sommeil? Les causes, bon, il y a les facteurs non modifiables, c'est-à-dire des causes on ne peut rien y faire. On sait que les hommes font plus d'apnée du sommeil que les femmes. C'est vrai. Souvent on dit un tiers à la moitié, par exemple, des hommes font plus d'apnée que les femmes. On sait que plus on prend en âge, plus on a de chances de faire des apnées. À partir de 50 ans, il y a plus d'apnée du sommeil que quand on est plus jeune. En sachant que les apnées, le syndrome d'apnée du sommeil, ça peut survenir à n'importe quel âge. C'est les causes qui peuvent changer, au fait. En dehors de ça, il y a l'obésité, le surpoids et l'obésité. Plus on est en surpoids, plus on est en obésité, surtout les obèses très sévères, plus on a de risque de faire un syndrome d'apnée du sommeil, surtout les syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Il y a aussi les gens qui ont un très gros cou. Souvent, on dit aux patients, tu as un gros cou, donc tu as plus de risque de faire des apnées. Avec un tour de cou de plus de 40 cm comme ça, bon, il y a beaucoup plus de chances que tu fasses des apnées du sommeil. Je confirme. En dehors de ça, il y a, comme le docteur Aldo est là, les causes qui sont liées à une obstruction avérée. Comme par exemple chez les enfants, on sait que s'il y a de grosses amygdales qui sont là, qui bloquent le passage, ça entraîne des syndromes d'apnée obstructive. S'il y a des végétations adénoïdes qui sont là, qui bloquent le passage, il y a des syndromes d'apnée obstructive qui peuvent être très sévères chez certains enfants et qui, souvent, la programmation de la chirurgie doit être plus rapide chez ce genre d'enfants. En dehors de ça, il y a des gens qui peuvent avoir de petits mentons. On dit souvent micrognathies. Ou bien des gens qui ont une mandibule en arrière. La mandibule qui est en arrière ici, et puis ici, là, c'est un peu en avant. Eux, ils ont plus de risques de faire des syndromes d'apnée du sommeil. Maintenant, au niveau du nez, j'ai eu des patients qui avaient une déviation de la cloison nasale.
on a dû opérer bon, des microchirurgies au laser et tout, qui font aussi des apnées. Souvent, c'est pas des apnées trop sévères, mais qui les perturbent beaucoup parce que leur sommeil est souvent de mauvaise qualité. Donc, tout le passage à partir du nez, au niveau de la bouche, jusqu'au niveau de la gorge, s'il y a un obstacle qui est là, ça va favoriser la survenue d'apnée du sommeil. Maintenant, comme autre cause, on sait que si il y a un patient, il y a des patients aussi, il y a des facteurs familiaux. Je dis souvent aux patients que de la même manière qu'on se ressemble sur le visage, on peut aussi se ressembler au niveau des organes. Donc, il y a des familles, parfois, que je reçois, où le petit frère a un syndrome d'apnée obstructive, le grand frère aussi, les parents aussi. Donc, et tout ça, c'est lié au fait à la disposition des organes au niveau de la gorge. Donc, tant qu'il y a un obstacle là, il y aura un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Maintenant, les syndromes d'apnée centraux, eux, sont souvent plus liés, si le patient a des maladies neurologiques, par exemple, il y a des localisations d'AVC qui peuvent favoriser des syndromes d'apnée centraux du sommeil. Il y a aussi des médicaments qui peuvent favoriser des syndromes d'apnée centraux. Et les syndromes d'apnée centraux qui sont les plus fréquents, c'est les respirations périodiques de Cheyne-Stokes. Mais ceux-là, pour faire plus simple, c'est souvent dans les insuffisances cardiaques sévères. Mais le traitement, ça va dans le même sens. Le traitement des apnées obstructives, des apnées centraux, ça peut être, l'appareillage reste le même parfois, mais la chirurgie est souvent pour les syndromes obstructifs. Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Peut-être j'ai oublié quelques causes, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de causes possibles. Alors, ce que je retiens, c'est que l'apnée du sommeil peut devenir à tout âge. Oui. 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 Et les critères diagnostiques, par exemple pour l'enregistrement, chez les enfants, c'est pas la même chose que pour chez l'adulte. Mais bon, on va rester simple, on va pas. Oui. Mais il faut savoir que bon, ça donne les mêmes symptômes, mais il y a des symptômes qui sont spécifiques aux enfants. Et il y a une question. Le rhume ou l'asthme peuvent causer l'apnée à la longue? Le syndrome d'apnée du sommeil peut aggraver un asthme qui est déjà là. Mais ça ne peut pas, l'asthme ne peut pas causer un syndrome d'apnée du sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil ne peut pas causer l'asthme. Mais l'un et l'autre, bon, ils peuvent, ça peut s'aggraver, tu vois. Maintenant, pour le rhume, la rhinite, quand un patient, par exemple... Aldo? Oui, je dis, c'est un état de mauvais côté. L'asthme aggrave l'apnée du sommeil aggrave l'asthme. Mais il y a de causalité. Voilà. Et pour les rhinites, en fait, bon, l'ORL est là, mais on sait que ça majore. Ce que moi j'ai remarqué chez les patients, la présence de rhinite allergique, par exemple, très sévère, persistance modérée à sévère, ça aggrave au fait le nombre d'apnées que le patient fait. Et ça rend plus difficile le traitement du syndrome d'apnée, surtout obstructif du sommeil. Donc, si tu veux traiter ton patient correctement, il faut prendre en charge sa rhinite aussi. C'est logique, oui. Hein, docteur. C'est logique. Quand il y a une congestion au niveau de la muqueuse du nez, et quand on dit congestion, il y a une réduction de la filière nasale. Si la filière est réduite, l'air ne pourra pas passer facilement, ce qui peut entraîner une apnée. C'est logique. Et Aldo, quand consulter? À quel moment il faut consulter quand on pense à une apnée du sommeil? Bon, il n'y a pas de moment, il faut consulter le plus rapidement possible. Quand vous sentez que vous respirez mal la nuit, que vous étouffez la nuit, ou bien que vous avez des maux de tête le matin, il faut consulter le plus rapidement possible. Alors, vous pouvez voir l'ORL, vous pouvez voir le pneumologue, mais il y a également une nouvelle discipline maintenant, c'est la médecine du sommeil. Comme Dr Flora est somnologue, vous pouvez également aller chez le somnologue. À mon avis, il faut consulter le plus rapidement possible.
dès que vous sentez ces symptômes. Parce que l'apnée du sommeil a des conséquences graves. L'apnée du sommeil peut entraîner une hypertension artérielle, ça peut entraîner des problèmes cardiaques. Donc, il faut consulter le plus rapidement possible. Tout ça parce que la quantité d'oxygène que les organes nobles reçoivent est basse. Donc, si le cerveau reçoit moins d'oxygène, vous pouvez avoir des complications. Le cœur est obligé de travailler beaucoup plus vite, de battre beaucoup plus fort parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Et donc, eu égard à toutes ces complications possibles, il faut consulter le plus tôt possible, soit chez l'ORL, soit le chirurgien maxillofacial, soit le médecin du sommeil, le pneumologue, le mot. Et tu as parlé tout à l'heure, pas évoqué les conséquences tout à l'heure, mais je prends une ou deux questions. Alors, l'apnée du sommeil, tout à l'heure, que cela peut arriver à tout âge. Est-ce qu'un bébé peut faire de l'apnée du sommeil, Flora? Oui. Oui, oui, oui. À tout âge, il n'y a pas d'âge pour faire l'apnée du sommeil. C'est les causes qui peuvent changer en fonction de l'âge. Oui. Ok. Alors, quand on a un proche qui ronfle, on doit l'envoyer consulter. Oui. Je me permets de répondre. Ah oui, oui, oui. Le ronflement est constaté par le conjoint, comme l'a dit l'un des participants, Oui. ou bien la famille. Parce que quand on ne s'en rend pas compte, c'est souvent la femme du constate ou le mari de celle qui ronfle qui le constate. Oui, et il l'a bien dit. Il a dit en général, celui qui fait l'apnée ne s'en rend pas compte parce qu'il dort. Donc, c'est son conjoint qui remarque cela. Oui. Donc, Il peut s'en rendre compte quand quand il est gêné. Le patient peut s'en rendre compte lui-même. Ouais. Mais ce sont les conjoints et la famille qui souvent attirent l'attention sur le problème. Tout à fait. Alors, Morel, sans compter le travail auprès des collègues aussi, les dentistes, entre autres, peuvent orienter le patient. Oui, je suis totalement d'accord. Alors, y a-t-il un traitement pour l'apnée du sommeil? On en parlera tout à l'heure. On a perdu Flora entre-temps. On va essayer de la retrouver. Je pense qu'elle a des soucis de connexion. Parce qu'elle est avec nous. Alors, en attendant que Flora rejoigne, Aldo, comment prendre en charge, point de vue de l'ORL, comment prendre en charge l'apnée du sommeil? Alors, on va faire simple. Du point de vue de l'ORL, il faut lever le blocage. Oui. L'apnée due à un blocage sur le passage de l'air. Donc, il faut lever le blocage. Si ce sont des grosses amygdales palatines qui créent l'obstruction, il faut procéder à une opération qu'on appelle l'amygdalectomie. Si ce sont les végétations adénoïdes au niveau du nez, alors, Dr Flora est de retour, ça tombe bien. Donc, je disais qu'il faut lever le blocage pour traiter l'apnée du point de vue de l'ORL. Donc, si ce sont les végétations adénoïdes chez l'enfant, les végétations adénoïdes, c'est une espèce de tissu qui va pousser au fond du nez, au niveau du rhinopharynx. Et donc, ce tissu va combler l'endroit où l'air doit passer, ce qui provoque l'apnée. Dans ce cas, le traitement consiste à faire une adénoïdectomie, opérer et enlever les végétations adénoïdes. J'ai déjà parlé des végétales, j'ai parlé des végétations. Alors, vous allez penser que nous, les chirurgiens, on n'aime que opérer, opérer et opérer. Mais il y a un traitement qu'on appelle, par exemple, l'orthèse d'avancée mandibulaire. Donc, c'est une espèce de prothèse qu'on va fabriquer sur mesure pour le malade, adaptée à sa denture, qui va faire avancer la mandibule. Comme l'a dit Dr Flora tout à l'heure, lorsque la mandibule est reculée, ça réduit la filière aérienne, ça empêche l'air de bien passer. Donc, on peut proposer une orthèse d'avancée mandibulaire taillée sur mesure pour le patient qui fait avancer la mandibule, ce qui permet d'élargir l'endroit où l'air doit passer, ce qui permet de lever l'obstacle. Alors, toujours pour lever l'obstacle, on peut proposer également une chirurgie mandibulaire. Mais il y a un appareil qui est en vogue actuellement, c'est l'appareil de pression positive continue, PPC.
appelé en anglais CPAP. Donc, c'est un appareil que le patient va porter pendant qu'il dort la nuit et cet appareil fait passer de l'air de façon continue dans les voies aériennes, mais, avec une faible pression pour ne pas créer des dégâts. Donc, c'est un appareil que le patient porte, une espèce de masque qui va couvrir le nez et la bouche et qui est relié à l'appareil en soi qui envoie la pression. Et ça va faire passer de l'air en continu, ce qui permet d'éviter les apnées, les épisodes d'hypopnée et d'apnée. Donc, cet appareil fonctionne aussi. Alors, ce n'est pas tout le monde qui le supporte. Il y a des patients qui ont du mal avec au début et qui mettent un certain temps à s'adapter. Il y en a d'autres qui s'adaptent très vite. La dernière fois, j'ai eu un patient qui l'a acheté et dès la première nuit, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, super docteur, j'ai passé une excellente nuit. Ton appareil, ça marche à merveille. Donc, il y a l'appareil de pression positive continue qu'on appelle en anglais CPAP qui fonctionne également bien. Merci. Alors, Flora, on t'avait perdu entre-temps, on parlait de l'âge de la point de vue de l'ORL. Avant de revenir sur cette prise en charge, donc point de vue pneumologue et somnologue, nous allons parler un peu des retentissements et complications de l'apnée du sommeil. C'est vrai qu'on a évoqué quelques complications depuis qu'on a commencé ce live, mais tu nous feras le point des retentissements de l'apnée du sommeil, s'il te plaît. D'accord. En termes de retentissement, il y a les retentissements sur le plan neuropsychologique. Et ça se retrouve en fait au niveau des symptômes. Le fait que le patient va somnoler, bon, on parle souvent de somnolence diurne excessive. Et ça, pour mesurer ça objectivement, subjectivement, je dirais, on interroge le patient sur ses activités de la vie quotidienne. Quand il est dans des activités, par exemple, il est en réunion au travail, et qu'il commence à somnoler, on regarde tout ça. Et il peut y avoir aussi des retentissements sur le plan cognitif. Il peut avoir tendance à beaucoup oublier. Il peut avoir aussi un retard en termes de performance scolaire, comme chez les enfants. Et chez certains patients, il peut avoir aussi une dépression liée aux apnées du sommeil. Maintenant, les complications, c'est surtout les maladies cardiovasculaires. On sait que s'il y a des syndromes d'apnée obstructive du sommeil qui ne sont pas traités, il y a 2 fois plus de chances de faire des maladies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, surtout le diabète de type 2, au fait. On peut faire aussi des troubles du rythme cardiaque comme les fibrillations auriculaires. On va avoir aussi plus de survenue d'autres maladies de syndrome métabolique. Le patient aura plus tendance à prendre du poids, une obésité. Plus le patient prend du poids, il fait son apnée du sommeil. Et si l'apnée du sommeil est là, il va encore plus prendre du poids. On sait aussi que si on prend les patients qui font des AVC, 50% des survivants d'AVC ont des apnées obstructives du sommeil. Et si un patient est suivi, par exemple, pour une hypertension artérielle qui résiste au traitement qui est prescrit, très souvent chez ces patients-là, plus de 50% d'entre eux ont des syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Donc, voilà un peu les conséquences de cette maladie-là. Donc, c'est surtout les conséquences cardiovasculaires de la maladie qui nous font peur, au fait. Ouais. Surtout les maladies comme par exemple l'AVC. C'est ça qui rend cette maladie-là très dangereuse. L'AVC, l'hypertension artérielle. Et on a remarqué également que les patients qui souffrent d'apnée font beaucoup de reflux gastro-œsophagien. Oui. 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 Parce qu'ils sont souvent aussi obèses et ça, en fait, c'est un cercle vicieux. De la même manière, il y a beaucoup d'asthmatiques parmi eux parce que l'obésité aussi favorise certains phénotypes d'asthme. Je suis entièrement d'accord. Hein. L'hépatogastro-entérologue a attiré l'attention sur le reflux gastro-œsophagien et on avait oublié. Alors, moi, la plupart des patients font un reflux.
La plupart des patients qui font l'apnée du sommeil, ils font un reflux, d'autant plus s'ils sont obèses et qu'ils consomment de l'alcool. Oui. J'ai oublié d'en parler. Dans le traitement, on va leur proposer des mesures hygiéno-diététiques. Donc, réduire la consommation d'alcool, essayer de perdre du poids, manger à des heures précises, aux heures du repas, et éviter d'aller se coucher tout juste après avoir mangé. Donc, le docteur Ismaël pourra nous en dire plus par rapport à la prise en charge du flux gastro-œsophagien, mais il intervient dans l'apnée du sommeil. C'est un facteur important de l'apnée du sommeil. Oui. On demande c'est quoi le reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastrique, si vous voulez faire plus simple, en fait, c'est quand le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage, tout simplement. Et ça donne parfois des brûlures au niveau des brûlures d'estomac. Plus simple, vous avez une brûlure au niveau de la cage thoracique et parfois des remontées acides au niveau de la bouche. Voilà la définition du reflux. Et effectivement, on a remarqué que ces patients qui se plaignent de reflux gastrique font de l'apnée du sommeil. Et comme Flora l'a dit, c'est un cercle vicieux. Et le lit de tout ça, c'est l'obésité, le surpoids et l'obésité, qui sont des facteurs du reflux et qui augmentent le risque de syndrome d'apnée du sommeil. Donc, tu as tout à fait raison. Pas de mesures hygiéno-diététiques. C'est d'ailleurs la première étape de la prise en charge avant que les médicaments n'interviennent pour améliorer un peu les symptômes. Donc, Flora, prise en charge de l'apnée du sommeil, point de vue somnologue, pneumologue. Dis-nous tout. Alors, je vais toujours commencer par dire que la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil est multidisciplinaire. Un médecin, même s'il est somnologue, ne peut pas rester dans son coin et dire qu'il traite seul un patient apnéique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais insister sur les mesures hygiéno-diététiques. La majorité de ces patients sont des obèses ou bien en surpoids. Et la première chose, il faut les encourager à perdre du poids. Perdre du poids par une activité physique régulière et par un bon régime alimentaire hypocalorique. Et pour faire cela, on dit toujours aux patients qu'il faut un suivi par un nutritionniste ou diététicien, si vous voulez, forcément, et l'accompagnement pour l'activité physique régulière. En dehors de ça, en fonction de la sévérité de l'apnée, parce que le traitement, est basé sur la sévérité de l'index d'apnée-hypopnée dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on regarde le score, si c'est modéré. Quand c'est modéré, ce score-là, c'est entre 15 et 29,9. Quand c'est sévère, c'est supérieur ou égal à 30 par heure. Donc, c'est en fonction de ça qu'on prend la décision du traitement. On prend la décision du traitement aussi en fonction des symptômes. Plus un patient a une somnolence dans la journée qui est très sévère, plus on va choisir un traitement qui va agir plus rapidement parce qu'il y aura des conséquences sur son travail, sur la conduite. S'il conduit, il peut faire des accidents facilement. Il y a aussi, on va prendre en compte aussi les comorbidités. Si le patient a une hypertension artérielle résistante, par exemple, au traitement, même s'il a un syndrome d'apnée du sommeil modéré, on va plus facilement le mettre sous un traitement par appareillage. Donc, c'est les trois choses qu'on regarde, comorbidité, symptômes et puis l'IH. Donc, en termes maintenant d'appareillage, depuis je parle d'appareillage, c'est quoi? Docteur Aldo l'a dit tout à l'heure, c'est la PPC qui veut dire tout simplement pression positive continue. J'explique souvent aux patients que c'est un appareil qui prend l'air qu'il a l'habitude de respirer et ça pousse à forte pression pour ouvrir le blocage qu'il y a au niveau de la gorge. Donc, c'est ça que la pression positive continue fait. C'est pas de l'oxygène parce qu'on me demande souvent est-ce que, docteur, je serai sous oxygène? C'est juste, il est juste là pour aider à pousser le vent à forte pression. Donc, c'est le traitement qui est réservé pour les syndromes d'apnée du sommeil qui sont sévères et s'ils sont modérés, s'ils sont associés à des comorbidités cardiovasculaires sévères comme HTA résistante, insuffisance cardiaque, antécédent d'AVC,
on va les mettre sous pression positive continue aussi. S'il y a aussi associé un asthme, par exemple, qui n'est pas contrôlé, on va les mettre aussi sous pression positive continue s'ils sont modérés à sévères. Maintenant, le traitement dont je voulais parler aussi, c'est le traitement positionnel. Souvent, c'est chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil obstructif qui est modéré ou léger, c'est-à-dire un IH qui est supérieur à ou égal à 5, mais inférieur à 15. Donc, il y a des gens qui font des apnées seulement quand ils sont couchés sur le dos. Pour ces gens-là, on va leur dire, la solution, c'est de ne pas dormir sur le dos. Mais comme dormir, on est inconscient quand on dort, on ne sait pas dans quelle position on est. Souvent, il y a des dispositifs comme un truc simple, on appelle ça passe sur le dos, qu'on peut acheter. Ou bien on fabrique un t-shirt où on met des balles de tennis derrière dans le dos. Et ça empêche le patient, en fait, de dormir sur le dos. Genre, il est gêné, après, il bouge, il va prendre une autre position, comme par exemple sur la droite ou bien sur la gauche. Et ça améliore certains patients. C'est rare, mais ça améliore certains patients s'ils sont vraiment engagés à porter ce t-shirt-là tous les jours. Maintenant, on a parlé aussi de l'orthèse d'avancée mandibulaire. L'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est un dispositif qu'on met dans la bouche. Souvent, pour expliquer simplement, je dis aux patients que c'est comme un dentier, mais que c'est pas un dentier. Ça permet tout simplement d'avancer la mandibule. Et ça, c'est avec nos amis dentistes que c'est plus facile pour nous de proposer ça. Parce que une bonne orthèse d'avancée mandibulaire doit être faite avec les empreintes des dents du patient. Et c'est indiqué chez les patients qui ont des apnées, qui sont à un stade modéré surtout. Ou bien s'ils sont à un stade sévère et qu'ils refusent, parce qu'il y a des gens qui peuvent refuser catégoriquement de dormir avec la pression positive continue et qui n'ont pas beaucoup de comorbidité cardiovasculaire, par exemple, on peut aussi leur proposer l'orthèse d'avancée mandibulaire. Mais actuellement, par exemple, au Bénin, je propose rarement les orthèses d'avancée mandibulaire. Quand je veux proposer ça, je propose ceux qui sont thermomoulés. Il y en a, au fait, qu'on peut acheter, mettre ça dans l'eau chaude pour prendre les empreintes du patient pour qu'il puisse utiliser. Donc, c'est ceux-là qu'on peut utiliser sans l'avis des dentistes. Et même si il faut aller chez le dentiste, au fait, on vérifie d'abord si la personne n'a pas une infection au niveau de la gencive, au niveau des dents, s'il n'y a pas de carie et tout ça, avant de lui proposer une orthèse d'avancée mandibulaire. Donc, le traitement le plus fréquemment proposé, c'est surtout la pression positive continue. Maintenant, il y a des patients aussi qui n'ont pas besoin d'orthèse, qui n'ont pas besoin de pression positive continue, qui ont juste besoin de perdre du poids. Ceux qui sont obèses et qui ont un syndrome d'apnée du sommeil léger, comme ça, il faut bien sûr perdre du poids. Et il y en a que j'ai vu, s'ils ont les moyens, s'ils sont très, très obèses, ils font, au fait, des chirurgies bariatriques qui les aident à perdre. J'en ai vu, il a fait ça, et puis son apnée est passée de sévère à léger, donc c'est possible. Mais chez certains patients, malgré la chirurgie bariatrique, ça peut ne pas marcher et il va continuer à faire ses apnées, en sachant qu'il y a des gens qui ne sont pas obèses et qui font quand même des syndromes d'apnée du sommeil. Donc ça, c'est surtout pour, tout ce dont j'ai parlé, c'est surtout pour les apnées obstructives. En sachant que je pense que Dr Aldo avait déjà parlé de la chirurgie. Ouais. Maintenant, il y a d'autres traitements que j'ai oublié, c'est la stimulation du nerf hypoglosse. Genre, on stimule un nerf là au niveau de la gorge qui permet d'ouvrir le passage. Mais ça, c'est des patients qu'on sélectionne vraiment et c'est fait dans les pays développés. On n'a pas encore les moyens de les faire ici. Donc ça, c'est pour les apnées obstructives modérées à sévères aussi. Chez des patients qui ne tolèrent pas l'orthèse, qui ne tolèrent pas la PPC, on leur propose ça parfois. Maintenant, concernant les syndromes d'apnée au niveau qui sont centraux, ceux-là, si c'est dû à des médicaments, on fait arrêter le médicament, le patient ne doit plus prendre ça. Si c'est dû à une insuffisance cardiaque avec une respiration périodique, le patient aussi peut bénéficier d'une pression positive continue, mais avec un réglage très précis. Leur réglage est différent des patients qui ont des apnées obstructives. Maintenant, on propose aussi un autre appareil qui n'est pas la PPC, qu'on appelle ventilation auto-asservie.
chez des patients qui ont des apnées centraux. C'est un autre type d'appareil qui est un peu différent, mais qui est dédié aux apnées centraux. Chez des patients qui n'ont pas une insuffisance cardiaque sévère, on peut leur proposer ça. Il y a aussi la ventilation non invasive, qui, elle, c'est une ventilation. On ventile le patient avec cet appareil-là. Il utilise ça à domicile. Mais la ventilation, c'est surtout pour les gens qui ont des hypercapnies, des syndromes d'apnée centraux qui ont des hypercapnies. L'hypercapnie, c'est tout simplement une augmentation du gaz carbonique au-dessus d'un certain seuil dans le sang. Donc, on propose ça parfois à ce genre de patients. Des patients qui sont très obèses, qui ont des apnées obstructives avec ce qu'on appelle un syndrome d'hypoventilation qui est dû à l'obésité. Eux aussi, on leur propose des ventilations non invasives. Donc, c'est un peu ce que moi, je peux ajouter du point de vue pneumologue. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce que je retiens, prise en charge pluridisciplinaire, donc allant des mesures hémodiététiques à la chirurgie, en passant par un médicamenteux ou un appareillage. Voilà. Ce que j'ai oublié de préciser, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour les apnées du sommeil parce que les gens ont tendance à poser la question. Donc, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour les syndromes d'apnée du sommeil. Voilà. C'est logique parce que c'est un blocage. C'est un blocage. Oui, que par exemple, on cherche toutes les méthodes qui nous permettent de lever le blocage. Donc, il n'y a pas de médicaments pour lever, mais il faut des instruments, des prothèses, des dispositifs. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre quelques interventions. Kéfil qui dit, je pense que c'est une maladie ignorée pas beaucoup en Afrique. Ils le mettent sur le dos de la pauvre grand-mère du village. Il faut en parler plus souvent. Oui. Alors, une question. Oui, je vais ajouter rapidement quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est important. Oui. C'est une maladie qui est fréquente. Les gens pensent que c'est pas fréquent, mais c'est fréquent. Oui. Et il y a une étude qui a été faite au Bénin, une étude qui est quand même représentative de la population. Ça a été fait en zone communautaire et en zone en ville aussi. Et ça a montré que en général, si on prend les apnées qui sont modérées à sévères, il y a 6% des Béninois qui font des apnées modérées à sévères. Donc, et c'est ces apnées modérées à sévères là qui donnent au fait des maladies cardiovasculaires dont on a parlé. Donc, c'est pas rare, mais c'est juste que c'est sous-diagnostiqué. Voilà. Je confirme, et Dr Ismaël a très bien fait de choisir ce thème. C'est sous-diagnostiqué. C'est une pathologie qui est sous-estimée, mais qui est bien réelle et qui existe. Tout à fait. Et voilà les questions qui viennent souvent. Comment pousser une tantine assez superstitieuse qui ronfle depuis des années et qui est hyper tendue à aller consulter? Parce que justement, parfois, les patients ne se rendent pas compte, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui pousse les gens, enfin, qui allait le patient. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui expliquer les conséquences. Si elle ne dort pas bien la nuit, si elle ronfle beaucoup, elle peut faire des accidents de circulation en journée, surtout si elle conduit, ou bien sur son lieu de travail, elle peut s'endormir et ça peut avoir des conséquences graves. Il faut qu'elle aille en consultation. Tout à fait. Alors, j'ai un oncle qui fait ça, mais dort sous ventilo la nuit. Y a-t-il un risque? Laura. Bon, moi, souvent quand tu dis au patient qui fait des apnées, que sa respiration s'arrête, la question qu'il te pose, c'est est-ce que ça peut s'arrêter puis il va mourir? Souvent, c'est ça, hantise. Donc, je pense que indirectement, c'est ça que tu demandes. Bon, il y a des gens qui ont ça, qui ont le syndrome d'apnée du sommeil et qui ont d'autres maladies, tu vois, hypertension et consorts. Donc, indirectement, c'est ça qui va être dangereux pour lui. Donc, tu vois, il peut faire son AVC parce qu'il y en a qui font des apnées très longues. Il y a des patients qui peuvent faire 3 minutes d'apnée. Genre, il ne récupère pas, il peut faire 3 minutes ou bien 2 minutes.
Il y a des gens qui font plus de 100 apnées par heure. Donc, indirectement, il va mourir parce que quand la respiration se bloque comme ça, l'oxygène ne passe plus. Donc, les organes qui ont le plus besoin d'oxygène le plus rapidement possible, souvent c'est le cerveau, c'est le cœur. Donc, c'est là-bas rapidement, bon, il va faire des morts subites, quoi. Donc, c'est indirectement que ça tue. Oui, alors, Le ventilo, le ventilo, est-ce que dormir le ventilo n'a pas présente Le l'incident? ventilo n'a pas d'effet. Peut-être que, en fait, c'est des patients, oui, c'est des patients qui ont beaucoup de sueur nocturne. Ils ont beaucoup de sueur nocturne aussi, qui est liée aux des symptômes des apnées du sommeil. Donc, pour compenser ça, il va mettre son ventilo, mais ça ne va pas agir sur ses apnées non plus. Ça ne va pas lui faire du mal, sauf si le ventilo, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'acariens, que peut-être il a une rhinite allergique qui est derrière là, il a un asthme qui est derrière là. En sachant que si c'est un patient qui est en surpoids, très souvent, il y a un asthme là qui est là aussi. Donc, c'est beaucoup de maladies qu'ils ont en même temps. Ces gens de malades, souvent, ils n'ont pas une seule maladie. C'est rare qu'ils aient une seule maladie qui soit là. Donc, c'est pour ça que ça va être pris en charge. Disciplinaire, en fait. Oui. Alors, on a eu beaucoup d'interventions. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Ma dernière question pour Flora. Peut-on guérir du sommeil? La guérison dépend de la cause de l'apnée du sommeil, de ce syndrome d'apnée du sommeil. Si le syndrome d'apnée du sommeil est dû à une cause comme par exemple chez les enfants, de grosses amygdales, de végétation adénoïde, quelques mois après la chirurgie, on refait l'enregistrement et tout rentre dans l'ordre. Le patient n'est plus apnéique. Il faut savoir que même les grosses amygdales, j'ai eu des adultes qui ont plus de 30 ans et qui traînent leurs grosses amygdales là depuis l'enfance. On enlève ça après, tout rentre dans l'ordre. Donc, quand c'est ce genre de cause, c'est bien. Si c'est quelqu'un qui a une mâchoire, une mandibule en arrière, on casse la mandibule au bloc et puis il ressort. Quelques mois après, on refait son enregistrement, il va être guéri de son syndrome d'apnée du sommeil. Si la personne est obèse et qu'il a la chance de faire une chirurgie bariatrique et qu'on on refait l'enregistrement, il a perdu beaucoup de poids, tout peut rentrer dans l'ordre. Mais il y a des patients chez qui il n'y aura jamais de guérison. Chez les patients qui ont un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère, je leur dis souvent qu'il y a seulement à peu près un tiers d'entre eux qui vont guérir peut-être un jour, s'ils perdent vraiment beaucoup de poids. Sinon, la majorité, ils vont avoir leur syndrome d'apnée obstructive du sommeil à vie, mais ils seront traités. Le traitement, je leur dis, c'est quand vous utilisez votre traitement que la maladie est contrôlée, que votre index va être normal et que vous n'aurez pas les conséquences de la maladie. Si vous êtes sous pression positive continue, si vous mettez votre appareil tous les soirs et vous dormez, vous faites vos siestes avec, ça corrige la maladie et vous n'aurez pas les conséquences comme les AVC et l'hypertension. Si vous mettez votre orthèse d'avancée mandibulaire et que ça corrige les apnées, que vous ne faites plus d'apnée, vous n'aurez plus les conséquences de la maladie. Donc, c'est un peu ça guérit. Il y a une guérison chez une partie des patients, il n'y a pas une guérison chez une autre partie. Mais ceux qui ne sont pas guéris, il y a quand même un traitement qui est là pour contrôler la maladie. Très bien. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Je vais vous laisser la parole pour mot de fin avant de fermer la session. Aldo? Oui, merci. Oui, merci de m'avoir donné cette opportunité de parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. Je voulais ajouter au fait que tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, peuvent suspecter et puis évaluer le risque chez les patients qui sont apnéiques ou pas. Et bon, il y a de petits scores qui ont quelques questions souvent qu'on coche. Et quand le risque est élevé avec le score, on envoie le patient là où il faut et puis on demande l'enregistrement si on veut. Donc, c'est un peu ça. Et que les médecins qui interviennent le plus souvent dans cette maladie, c'est les pneumologues comme moi, c'est les cardiologues, c'est les ORL, c'est les dentistes, c'est les psychiatres. Il faut pas oublier les psychiatres parce que
eux aussi, ils aident beaucoup dans la prise en charge de ces maladies. C'est les auxiliaires médicaux, comme par exemple les diététiciens. Des fois, on a besoin aussi des kinésithérapeutes. Donc, c'est vraiment une maladie qui concerne tout le monde. Donc, merci, docteur. Alors, c'est un plaisir. Alors, il y a quelques questions. Alors, Morel, tu as fait une demande. Je n'ai pas vu ta demande. Tu peux reposer ta question, s'il te plaît, en attendant qu'on réponde à Kéfil, qui demande est-ce que quelqu'un qui souffre de l'apnée du sommeil peut jouer au jeu d'apnée la plus longue? C'est pas pendant le sommeil. C'est pas pendant le sommeil. Il peut y jouer. Il pas. Ce jeu-là. En fait, oui. Pour rigoler. Je pense que c'est pour rigoler. Mais il faut qu'on précise aussi que c'est une maladie du sommeil. Hein. En journée, la personne, quand il est debout, il ne dort pas, il n'est pas malade. Hein. Demande d'intervention. Ah, tu veux intervenir? Il y a Morel qui voudrait intervenir. Oui. Morel est brillant dentiste qui va nous rejoindre pour quelques minutes. Docteur Aguia. Alors, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais on ne te voit pas. Oui, je ne suis pas très beau ce soir. Alors, j'espère que vous allez bien. Déjà, de un, merci beaucoup d'avoir accepté ma demande. De deux, merci pour le thème et la qualité des échanges, cher maître. Et donc, je suis un tout petit peu enrhumé. Actuellement, je fais une rhinite allergique avec le climat qu'on a là. Donc, si vous m'entendez renifler, toutes mes excuses d'avance. Donc, je voulais intervenir par rapport à deux points principaux. Donc, le premier, c'est plus par rapport au côté médical de la chose. Tout à l'heure, j'ai parlé du dentiste. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de commentaires pour amuser la galerie là, tout à l'heure, là, mais lorsque je parlais du dentiste, j'étais assez sérieux parce que ce sont des professionnels de la santé qui peuvent pousser les patients à consulter le bon spécialiste pour poser le diagnostic. Parce que parfois, on reçoit des patients en pratique courante, hein. Parfois, on reçoit des patients donc, qui ont la retrognathie, comme docteur le disait tout à l'heure là, ou qui ont des végétations en fait, et nous on arrive à les voir et à pouvoir savoir ça. Et donc tout à l'heure également, on a parlé de l'état de la bouche avec les caries et pardon, avec les caries, les maladies de la gencive et tout. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup le dentiste et donc c'est des patients qui viennent généralement nous voir avec la bouche dans un certain état. Donc quand moi je vois la bouche de quelqu'un qui a par exemple des reflux gastro-œsophagiens, je lui dis direct. Est-ce que parfois vous n'avez pas, je dis directement passe-moi le mot là s'il te plaît, la maladie, comment on appelle ça, les patients directs dans leur tête, ils te disent qu'ils ont euh, euh, docteur Ismaël, Oui. la maladie pour dire, enfin, quand on parle de reflux, il y a les patients, ils ont direct le mot de la maladie dans la bouche. Ça m'échappe, mais en fait, ils vont te dire direct RGO. le, non, non, pas le mot médical, mais le mot, Bien. voilà, exactement, c'est ça. Donc, les patients te disent directement qu'ils ont l'ulcère ou ici au Sénégal, ils vont te parler de maux d'estomac, voilà. C'est ce qu'ils disent généralement, ça, en fait. Et ils ne savent pas que derrière, il y a, enfin, tout ce dont on vient de parler, en fait. Donc, c'est pour ça que je disais que ce serait bien de faire un plaidoyer auprès des autres collègues, donc auprès des autres spécialités, surtout celles qui sont plus ou moins directement touchées par soit le traitement ou soit le dépistage précoce de la maladie. Donc, c'était ça que je voulais dire déjà concernant le volet médical. Et deuxième point de mon intervention, là, je vais plutôt parler en tant que personne, en tant que patient. Donc, je suspecte moi-même d'en faire. Et tout à l'heure, elle a dit, tout à l'heure, elle a parlé du côté héréditaire de la chose. Donc, effectivement, quand j'observe mon père lorsqu'il dort, c'est quelqu'un qui ronfle très fort et parfois on a l'impression que sa respiration va se couper. Et donc, c'est quelque chose que j'ai également. Et
comme on a dit, quand on est en train de dormir, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est la personne qui dort à côté de nous. Désolé pour les célibataires. Donc, c'est la personne qui dort à côté de nous, en fait, qui s'en rend compte et qui nous dit. Et j'ai déjà eu justement ce genre de commentaires-là, mais j'ai remarqué que c'est quelque chose qui m'arrive lorsque, par exemple, je vais être très fatigué au moment d'aller dormir. Donc, par exemple, j'ai eu une longue journée où je me rappelle l'anecdote que je vais donner là. Je me rappelle, on était allé en week-end et donc on avait passé toute la nuit dans la piscine, ensuite le jacuzzi, tout ça. On avait une longue journée parce qu'on avait conduit, enfin, j'avais conduit, voilà, sur toute la durée du trajet, etc. Et donc, je me suis endormi très fatigué. Et donc, le lendemain, donc c'était ça. À un moment, j'avais peur parce que j'ai cru que tu allais arrêter de respirer et tu te réveillais en sursaut. Et moi, je ne savais même pas que je me réveillais parfois, en fait. Et donc, voilà, donc à un moment, j'ai cru que tu allais t'arrêter de respirer. Tu m'as vraiment fait peur cette nuit, etc., etc. Et donc, c'est juste pour confirmer tout ce qu'on a dit, en fait, tout à l'heure, là. C'est juste pour confirmer ça. Et donc, enfin, voilà, je Ah, suis, donc, bref, un petit exemple de tu ça. devrais Oui. aller en consultation chez Dr. Flora. Mhm. Je te dis d'aller en consultation Non, parce que enfin, tu clairement, décris tous les symptômes de ouais, la si, c'est clairement. pathologie. Donc, je je voulais vraiment intervenir, en fait, donc, pour confirmer un tout petit peu tout ça. Et donc, je fais également de la rhinite allergique. Mais c'est, enfin, je suis en plein dedans là actuellement. Et donc, moi, par exemple, c'est quand je vais dormir. Ou il y a quelqu'un qui a parlé du ventilateur. Le ventilateur, le problème avec le ventilo, c'est qu'on ne les entretient pas. Surtout les ventilos chez nous qui sont au plafond, en fait. On n'a pas vraiment la présence d'esprit de les nettoyer régulièrement. Donc, moi, ici, avec celui que j'ai, il est debout, donc ça va. Généralement, j'enlève, je nettoie, etc. Mais je remarque que lorsque je laisse un tout petit peu de poussière, en fait, dessus, bah, je passe une très mauvaise nuit, en fait. Et donc, le lendemain, j'ai très mal à la tête. Je peux dormir beaucoup d'heures de sommeil et ne pas avoir cette impression d'être reposé. Donc, je pense que celui qui intervenait et qui parlait de son oncle, avec le problème du ventilo. Je pense que c'est ça, parce que beaucoup de nos parents ne comprennent pas. Moi, par exemple, mon père m'interdisait d'allumer le ventilo pour dormir, sauf que la nuit fait chaud, il n'y a pas forcément une bonne aération, etc. Et donc, on oublie justement qu'il faut faire cet entretien-là régulier. Donc, c'était ça que j'avais à dire pour résumer, donc le plaidoyer auprès des autres professionnels et donc donner, moi, mon vécu en tant que patient, voilà non encore diagnostiqué officiel, mais qui connaît son état. Voilà. Tu sais déjà ce que tu as à faire. Merci Morel. Tu peux rester avec nous. On va fermer la session ensemble. Merci pour ton intervention et ta contribution et ton partage d'expérience en tant que patient souffrant de l'apnée du sommeil. Alors, Aldo, ton mot de fin, et puis voilà, nous allons fermer. Oui, merci mon cher ami et frère. C'est toujours un plaisir de participer à ces lives et toi. Ça a été un grand plaisir de partager le live avec Dr. Flora également, que j'avais pas vu depuis des années. Et dire que j'ai beaucoup appris. Je suis spécialiste ORL, mais j'ai beaucoup appris de ce live. Et je te remercie encore pour avoir choisi ce thème. C'est un thème très important et dans les commentaires, certains commentaires disaient de revenir là-dessus parce que c'est sous-estimé, c'est sous-diagnostiqué. Donc, tu as choisi un très bon thème. C'était très intéressant. Le live était, j'ai adoré, en fait. Et j'ai beaucoup appris. Donc, je te remercie. Dr. Flora, je te remercie également. Ceux qui ont ces problèmes à aller vers les professionnels de la santé qui peuvent les accompagner parce que j'insiste encore là-dessus. L'apnée du sommeil peut avoir des conséquences graves. Et donc, on se dit à bientôt, docteur Ismaël. Et merci à tous. Merci Aldo, merci Flora, merci Morel, merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous les intervenants, Kefil, Wanda, et pour ne citer que ceux-là. Et merci de nous avoir suivis. Je vous dis à l'année prochaine. Joyeux Noël, prenez bien soin de vous et à bientôt.
À bientôt.